Connaissance. Recherche. Sciences. Des mathématiques. Théorie. Physique. Philosophie. Conférences. Archéologie. Nature. Bon après-midi, merci d'être venus nombreux pour écouter ce premier cours d'une série de 8 cours que je vais faire dans le cadre de cette chaire d'innovation technologique. Et chacun de ces cours sera suivi d'un séminaire. On a aujourd'hui Jean-Pierre Hugnard qui va nous parler de conjugaison de phase optique et qui reviendra d'ailleurs la semaine prochaine pour nous parler de focalisation adaptative en optique aussi. Vous avez vu que le titre de cette série de cours, c'est « Ondes et images ». Et en fait, l'idée que je cherche à présenter dans ce cours, c'est que les ondes, au sens très large, je parle à la fois d'ondes acoustiques, d'ondes ultrasonores, d'ondes électromagnétiques, d'ondes optiques, toutes ces ondes, on peut s'amuser à les manipuler. Et plus les milieux de propagation dans lesquels ces ondes se propagent sont complexes, plus c'est théoriquement difficile de manipuler ces ondes. Et le concept de renversement du temps, qui est un concept qui habituellement n'est pas du tout enseigné dans les cours qui parlent d'ondes, puisque lorsqu'on parle de renversement du temps, habituellement c'est dans le cours de thermodynamique ou de mécanique statistique. On s'intéresse à la réversibilité en physique. Et habituellement, ce sont des professeurs très différents qui vous parlent de réversibilité, et ceux qui vous parlent d'ondes sont des gens plus intéressés par les applications à l'optique, à l'électromagnétisme, et ces deux champs de la physique ne sont pas tellement connectés habituellement. Et en fait, il existe une thermodynamique des particules qui vous explique comment un ensemble de particules en interaction évolue au cours du temps, comme quoi il y a des grandeurs moyennes qui sont conservées. Et les gens se sont posé beaucoup de questions sur la réversibilité en physique des particules. Ils ont tous constaté que les lois de la mécanique à l'échelle microscopique étaient réversibles. Les lois de Newton sont réversibles, mais lorsqu'on a un ensemble de particules, lorsqu'on le regarde évoluer, habituellement, il évolue toujours dans un sens et on le voit rarement évoluer dans l'autre sens. Et les gens ont cherché à expliquer cette irréversibilité en physique à travers le concept d'entropie. Il y a eu aussi le théorème H proposé par Boltzmann pour expliquer pourquoi un ensemble de particules qui, microscopiquement, ont une évolution réversible, pourquoi, quand l'ensemble de particules devient grand, pourquoi on a l'impression que cet ensemble a une dynamique irréversible. Alors, quand il y a eu tous ces débats, et c'est Boltzmann qui a été un peu à l'origine de tous ces débats, les gens se sont posé des questions, et en particulier un de ses amis autrichiens qui s'appelait Loschmidt a essayé de comprendre, à partir de tous les théorèmes que Boltzmann avait pondus, il a essayé de voir s'il n'y avait pas une contradiction dans ces théorèmes pour expliquer l'irréversibilité. Et Loschmidt a donné comme argument contre les arguments de Boltzmann l'argument suivant. Si on a un ensemble de milliards de particules en interaction, et si à un instant donné, des petits démons arrêtent toutes ces particules, juste après avoir mesuré leur vitesse à chacune de ces particules, et si un peu plus tard, tous ces démons renvoient les particules en renversant les vecteurs vitesse, eh bien, toutes ces particules doivent recréer un mouvement qui est exactement le renversé temporel du mouvement initial. C'est-à-dire toutes les trajectoires des particules doivent se faire en marche arrière. Et Loschmidt avait sorti ça comme argument pour dire c'est bizarre que la physique soit irréversible. Si on mettait beaucoup de petits démons partout, on pourrait très bien, même si une cellule se casse en milliards de morceaux, si chacun des morceaux était arrêté et on mesurait sa vitesse, et si on envoyait tous ces morceaux avec des vitesses dans l'autre sens, eh bien toute la particule ou tout le système de particules devrait revenir ce qu'il était à l'origine. Et
Le Schmitt avait proposé ça comme argument. Il y a eu un autre, on a appelé ça les petits démons de Le Schmitt. Il y avait d'autres démons dont on parlait aussi, c'était les démons de Maxwell, qui essayaient d'expliquer pourquoi, quand vous avez un système où il y a des particules à une certaine température et d'autres à une autre température, normalement, lorsque ces particules sont en interaction, tout le monde se met à la même température. Et Maxwell avait proposé aussi des petits démons qui, en fonction de la température, ouvraient ou pas une petite porte. Les démons ont toujours plu aux physiciens. Et ce que Le Schmitt n'a pas dit, c'est que pour installer des démons de Le Schmitt capables d'arrêter toutes les particules, de mesurer leur position et leur vitesse et de les renvoyer en marche arrière, il fallait de l'énergie et il fallait des mémoires. Et à l'époque, on ne se posait pas la question de ce que ça coûtait d'essayer de faire une opération de renversement du temps. Et donc ces idées ont traîné dans la physique longtemps. Et personne n'a vraiment essayé de faire des expériences à la Le Schmitt pendant longtemps, arrêter plein de particules et les renvoyer en marche arrière. C'est très difficile. Et lorsque les gens ont commencé à faire de la simulation numérique de l'évolution de beaucoup de particules, ils ont pu s'amuser dans l'ordinateur qui simulait les équations de la mécanique, ils ont pu s'amuser à tester la réversibilité du temps aussi, c'est-à-dire ils ont envoyé 1000 petites particules en interaction et l'ordinateur calculait les trajectoires de ces particules qui se cognaient les unes les autres et à un moment donné, l'ordinateur arrêtait le temps, regardait la position et la vitesse de toutes les particules et renvoyait toutes les particules en marche arrière avec une vitesse opposée. Et lorsque l'ordinateur faisait ça, on voyait les particules revenir vers leur état initial, mais ça ne marchait jamais très bien. Au bout d'un certain temps, au lieu de retrouver toutes les particules à la position de départ, tout se mettait à diverger. Et il a fallu attendre toutes les théories sur le chaos et sur la dynamique non linéaire pour comprendre ce phénomène. C'est que la moindre erreur dans la mesure de la position et de la vitesse des particules, si on renvoie les particules en inversant le vecteur vitesse en faisant une toute petite erreur, eh bien, toutes ces petites erreurs vont s'amplifier exponentiellement. Et comme aucun appareil est infiniment précis et comme aucun ordinateur ne gère les positions et les vitesses des particules avec une précision infinie, il y a toujours une erreur d'arrondi, eh bien, ces erreurs suffisent pour que ce soit très difficile, malgré la réversibilité des équations de la physique, de fabriquer une expérience où on ramène toutes les particules à leur point de départ. Et donc, c'est plutôt triste, ça veut dire en gros qu'il sera pratiquement impossible de fabriquer une boîte dans laquelle une cellule, lorsqu'elle explose en plein de morceaux, eh bien, chacun des morceaux est remis exactement à sa position initiale pour reformer la cellule initiale. On aura beaucoup de mal à faire ce genre d'expérience à cause de la sensibilité aux conditions initiales. Toute petite erreur s'amplifie de façon exponentielle. Donc on pourrait se dire, des expériences de renversement du temps sur un ensemble de particules très grand, ce sera impossible à faire et physiquement, on n'arrivera jamais à faire des appareils pour faire ça. Et alors, le domaine, moi, qui m'intéressait, c'était se rendre compte si ces expériences de renversement du temps, on pouvait les faire non pas pour tous les mouvements individuels de chaque particule, il y en a 10 puissance 23 dans des petits volumes, suivre tous les mouvements individuels, les arrêter et renverser le vecteur vitesse, ça demande des appareillages impensables aujourd'hui. Mais si on s'intéresse à des mouvements des particules qui sont des mouvements collectifs, c'est-à-dire où toutes les particules, au lieu de bouger de façon indépendante les unes des autres, bougent de façon collective. Et quel est le meilleur mouvement collectif de particules qui existent en physique? Ce sont les ondes acoustiques que je suis en train d'émettre pour vous parler. Quand je vous parle, je fais vibrer mes cordes vocales, j'ai une espèce de petite caisse de résonance et ça met les vibrations des molécules d'air en mouvement et elles bougent toutes et ce mouvement se répercute de proche en proche à travers les lois de la mécanique qui sont les lois de Newton et vous recevez des mouvements de particules un peu plus tard et votre oreille est sensible à ces mouvements et vous donne des petits signaux que vous entendez. Donc, les ondes acoustiques sont des mouvements collectifs de particules, mais la grande différence, c'est que ce sont des mouvements collectifs sur une échelle
de collectivité qui s'appelle la longueur d'onde. C'est-à-dire que lorsque je parle, suivant la fréquence que j'émets des ondes. Ces ondes ont des longueurs d'onde, et typiquement, quand je vous parle dans le domaine du kilohertz, les longueurs d'onde sont de l'ordre de quelques dizaines de centimètres. Eh bien, sur quelques centimètres, toutes les particules bougent ensemble. Ce sont des mouvements collectifs, et si je vais un peu plus loin à plusieurs longueurs d'onde, les particules peuvent avoir un autre mouvement, mais j'ai une échelle de mouvement qui est la longueur d'onde. Et donc, on pouvait penser que ces expériences à la Loschmidt, c'est-à-dire d'avoir des petits démons de Loschmidt qui arrêtent les particules, qui mesurent leur vitesse et qui les renvoient en marche arrière, eh bien, pour une onde acoustique, vous avez plein de particules qui sont mises en mouvement de façon collective dans cette pièce, et si on met un petit démon de Loschmidt toutes les demi-longueurs d'onde, c'est-à-dire qu'il n'a plus besoin de mesurer chaque particule individuellement, il a juste besoin de mesurer la vitesse collective des particules. Et la vitesse collective des particules, il suffit d'avoir un micro. Un micro, lorsque les particules bougent, ces particules vont exercer une contrainte sur la paroi du micro qui dépend de la vitesse des particules, et le courant électrique dépend de la vitesse des particules. Et donc on aurait pu imaginer faire une expérience à la Loschmidt qui est « je parle », ce que je dis se met à faire bouger toutes les particules dans cette pièce, et partout dans la pièce, toutes les demi-longueurs d'onde, il y a un petit démon qui mesure la vitesse des particules, c'est un microphone, et quand il n'y a plus de bruit dans la pièce, on demande à tous les microphones de devenir des haut-parleurs, et chaque haut-parleur maintenant va appliquer une vitesse en sens opposé à ce qu'il a mesuré. Et si vous faites ça, vous allez remettre en mouvement toutes les particules de la pièce et vous allez recréer une onde qui va être un mouvement qui sera exactement l'inverse du mouvement initial. Alors, ça, c'est aussi complètement irréaliste d'aller mettre des micros et des haut-parleurs dans 3 dimensions dans la pièce partout. Mais ce que je vais vous montrer, c'est que comme les équations d'ondes, et je vais d'abord parler des équations des ondes acoustiques, et puis plus tard je parlerai des ondes électromagnétiques, et dans le séminaire que vous aurez de Jean-Pierre Hugnard, on parlera d'ondes optiques. Pour les ondes, il y a une propriété magique qui fait qu'elles peuvent avoir une vie réversible, et pour obliger une onde à revivre sa vie passée, on n'est pas obligé de mettre des démons de Loschmidt dans tout le volume dans lequel l'onde se propage, il suffit de les mettre sur une petite surface. Et ici, je présente ce que j'appelle un miroir à retournement temporel. C'est une petite surface magique bourrée de petits micros haut-parleurs qui sont chacun en fait des petits démons de Loschmidt, mais astucieux, qui ont une mémoire. Et l'idée, c'est que si vous parlez devant ce mur, ce que vous allez dire, ça va faire bouger les particules de façon collective. Et si tout ça c'est capté par ce mur, eh bien plus tard, vous allez pouvoir créer une onde qui va exactement revivre la vie passée de cette onde. C'est-à-dire vous allez revoir une onde qui va revenir en marche arrière exactement sur les cordes vocales de l'individu, et cette onde va avoir un déroulement qui est exactement le même que si vous aviez filmé une onde et si vous repassez le film à l'envers. Et ce qui est tout à fait étonnant, et ça va être un peu le but de mes cours, c'est de vous montrer la chose suivante. Lorsque vous envoyez une onde acoustique, si vous l'envoyez dans de l'air à 20 degrés centigrades, à la pression atmosphérique, la vitesse du son est constante, 330 mètres par seconde par exemple. Mais si maintenant, entre la personne qui parle et ce mur à retournement temporel, il y a des obstacles, et les obstacles peuvent être très compliqués, ça peut être des zones beaucoup plus chaudes, d'autres beaucoup plus froides, ça peut être des bouts de métal, ça peut être cette salle qui est très compliquée, eh bien, ce que je vais vous montrer, c'est que plus la salle dans laquelle l'onde se propage est compliquée, plus elle est chaotique au sens de la physique des particules, c'est-à-dire c'est très difficile pour une particule de prévoir sa trajectoire, eh bien pour les ondes ce sera le contraire, plus ce sera facile de fabriquer un miroir à retournement temporel qui fera revivre à l'onde sa vie passée. Et vous pourrez même refocaliser l'onde à son point de départ avec une très grande efficacité. Et quand vous voyez cette idée de renversement du temps, vous voyez que cette idée peut se décliner sous la forme d'armes. Je parle d'armes parce que je pensais, au départ, quand on a travaillé là-dessus, c'était pour faire des armes contre les calculs rénaux et les tumeurs cancéreuses. Mais l'idée est simple. Si vous avez un appareil qui, lorsqu'il reçoit une onde, la retourne temporellement et l'oblige à revivre sa vie passée, si en même temps cet appareil est un amplificateur,
puisqu'il est formé de circuits électroniques, de micros, de haut-parleurs et de circuits électroniques. Si vous amplifiez l'onde d'un facteur 1 million, par exemple, si cette personne parle, il lui reviendra sur ses cordes vocales une onde 1 million de fois plus forte que celle qu'elle a émise, et vous pourrez lui casser ses cordes vocales. Bon, alors, ce n'est pas très gentil, mais c'est quand même une idée importante. Vous pouvez renvoyer de l'énergie incroyablement bien ciblée, et on verra qu'il y a une limite à la précision du ciblage, c'est la longueur d'onde, mais je vous expliquerai comment on peut violer cette limite pour faire des tâches focales plus petites que la longueur d'onde. Mais, alors ça, c'est une première chose. Et donc ça peut être utile pour faire des armes au sens militaire. Vous pouvez renvoyer de l'énergie vers un endroit, vous pouvez renvoyer de l'énergie vers une tumeur, si elle a accepté de parler d'abord, vous lui renvoyez toute l'énergie vers elle, et on verra comment on peut faire parler une tumeur, ou comment un calcul rénal, par l'écho qu'il va renvoyer, peut se comporter comme un émetteur d'ondes qu'on peut retourner temporellement sur lui. Mais si vous avez maîtrisé, d'une part, cette autofocalisation sur une cible, vous pouvez faire d'autres choses que de la destruction. Vous pouvez aussi faire de la télécommunication ciblée. C'est-à-dire que vous pouvez, en renvoyant uniquement sur la personne qui a envoyé un premier message, il n'y a que lui qui va recevoir quelque chose, vous pouvez lui renvoyer non pas « hello », mais vous pouvez vous amuser à lui envoyer une autre modulation. C'est-à-dire que vous pouvez aussi faire un appareil qui fera une communication ciblée, qui, après une phase d'apprentissage, apprend à retourner une onde qui n'ira que vers cette personne et qui pourra lui envoyer un message que seul lui entendra. Et ses voisins n'entendront rien, au moins ses voisins, autour d'une tâche focale plus grande que la longueur d'onde, n'entendront rien. Et donc, c'est un concept intéressant aussi pour faire de la télécommunication. Et vous pouvez faire ça pour des ondes acoustiques, mais vous pouvez le faire pour des ondes électromagnétiques. Et au laboratoire, par exemple, et maintenant pas mal de groupes travaillent là-dessus, on prend un petit téléphone portable qui envoie une onde électromagnétique autour de 2 GHz ou 3 GHz. Elle se propage dans cette salle par des chemins très compliqués, mais c'est une onde électromagnétique, ce n'est pas acoustique. Et quelque part, on peut fabriquer un petit miroir à hautement temporel qui va obliger l'onde à revenir en marche arrière exactement sur le téléphone. Et donc, seul le téléphone recevra un message. Et après, on peut coder ce qu'on envoie pour que ça vienne sur cette personne et seul lui entendra des plus 1, moins 1 et une suite d'informations. Et donc, on peut faire de la télécommunication discrète. Donc, il y a pas mal d'aspects intéressants aussi dans le principe du renversement du temps, à la fois pour détruire des zones en concentrant de l'énergie, mais aussi pour envoyer des informations discrètes juste à une personne. Et si maintenant on n'a pas une personne, mais plein de personnes, plein de petites antennes qui envoient chacun leur message, tous les signaux reviennent sur chaque antenne, et on peut envoyer des informations différentes à chaque antenne, et on peut augmenter la quantité d'informations qu'on envoie. Bon, ça c'est une autre application. Le concept de renversement du temps a donc déjà 2 applications, thérapie ou armes, télécommunication, mais il y a une troisième application qui est très importante, c'est l'imagerie. Ici, on ne fait pas une image. Le son qui est émis par quelqu'un cogne ce miroir et revient en marche arrière sur la personne. Et ça, c'est un espèce de miroir curieux. Un miroir normal, quand vous parlez, il crée l'image de votre source de l'autre côté du miroir. On appelle ça une image virtuelle. Mais ici, ce miroir, lorsqu'il reçoit une onde, il renvoie cette onde au point de départ. C'est-à-dire qu'on crée une image réelle sur la personne elle-même. Et si le milieu de propagation est très compliqué, l'image est quand même très nette. Mais le problème, c'est que l'image est renvoyée sur la personne qui a été la source et qui est l'objet. Mais à partir de ces concepts, si on les manipule astucieusement, on peut voir que le concept de miroir à retournement temporel peut s'étendre pour faire des systèmes d'imagerie. Évidemment, on ne retournera pas temporellement l'onde sur la personne elle-même, mais on retournera temporellement l'onde dans l'ordinateur. Et on peut là faire quelque chose d'intéressant qui est étudier ce qu'on appelle l'opérateur de retournement temporel. Et on peut faire un nouveau type d'imagerie qui généralise un peu ce qu'on fait en holographie, lorsqu'on enregistre le hologramme d'un objet et qu'on peut plus tard revoir l'objet comme s'il y était. On peut reprendre ces concepts de retournement temporel pour faire des systèmes d'imagerie. Et je vous parlerai un peu du genre de système d'imagerie qu'on peut faire. Bon, ça c'était un peu pour vous allécher sur les différents programmes de cours que je ferai plus tard. Alors maintenant, les principes de base, ça c'est pour les étudiants sérieux. Il y a eu 3 articles au moins. Et je donnerai de toutes les façons à ceux que ça intéresse, je pense qu'il y aura les fichiers de ça, mais il y a 3 articles qui donnent un petit peu les principes de base du retournement temporel. Alors maintenant,
vous allez m'excuser, je vais faire un topo où il y aura quand même un peu de physique et même un peu de maths, parce que je veux vous démontrer des choses importantes. Alors au début, je vais vous parler uniquement d'une onde acoustique qui se propage dans un fluide. Un fluide, ça peut être un gaz, ça peut être un liquide. Et quand vous avez... Les ondes acoustiques peuvent aussi se propager dans les solides, et là c'est un peu plus compliqué, mais tout ce que je raconte est valable pour les ondes sismiques. J'en dirai un mot, et vous aurez d'ailleurs une conférence sur la façon de voir l'intérieur de la Terre en utilisant des concepts proches du retournement temporel, et vous verrez... Alors au début, je parle uniquement d'ondes qui se propagent dans un fluide non dissipatif. Ça c'est très important, parce que rappelez-vous, les équations de la mécanique du point, qui s'écrivent à travers l'équation de Newton F égale m gamma, sont des équations réversibles. Maintenant, lorsque vous prenez une onde acoustique, je vous ai expliqué que c'est des mouvements collectifs de particules. Tant que ces mouvements collectifs de particules ne se propagent que de façon collective, la particule se propage sans que l'énergie mécanique se transforme en chaleur. Si par hasard, vos particules, en essayant de faire des mouvements collectifs, par frottement, créent aussi un peu de dissipation, c'est-à-dire des mouvements maintenant individuels de particules qui s'agitent n'importe comment, alors vous n'avez plus une propagation qu'on dit adiabatique, mais vous avez une propagation avec transformation en chaleur. Si une onde acoustique, quand elle se promène, se transforme en chaleur, il n'y a pas de réversibilité. C'est le deuxième principe de la thermodynamique. Il n'y a aucune raison qu'une onde qui se transforme en partie en chaleur puisse revivre sa vie passée. Il faut que l'onde reste toujours une onde mécanique ou électromagnétique sans se transformer en chaleur si on veut qu'elle soit réversible. Et ça se voit. Quand vous prenez l'équation d'une onde, la pression acoustique dépend de l'espace et du temps. Si vous envoyez une onde dans un milieu où la densité volumique varie et où la vitesse du son varie elle-même, eh bien, si vous écrivez l'équation d'une onde acoustique, cette équation s'écrit comme ça. Elle a la pression, vérifie une équation aux dérivées partielles, et cette équation contient une dérivée seconde de la pression par rapport au temps, et elle contient ici un opérateur qui agit sur les variables d'espace qui s'appelle une divergence d'un gradient. Et ici, j'ai un milieu où la densité n'est pas constante. Donc, je suis obligé de laisser divergence de gradient que divise ρ. Si la densité était constante, je pourrais enlever ρ et j'aurais ce qui s'appelle le Laplacien, qui est un opérateur que les gens connaissent plus facilement. Mais ça, c'est l'équation des ondes dans un milieu hétérogène. Maintenant, cette équation, vous voyez que la pression, et ici, il y a marqué égale 0. Égale 0, ça veut dire que c'est l'équation dans un milieu où il n'y a pas de source. Les sources sont créées en dehors du volume de mon expérience. Au-delà, il y a des sources qui envoient une onde acoustique, et je me mets dans une zone où je n'ai pas de source. Donc voilà l'équation des ondes avec un terme qui est égal à 0. Et quand j'ai ça, cette équation, même si le milieu est très compliqué, même si la densité varie n'importe comment, même si la célérité varie n'importe comment, eh bien, dans cette onde, il y a caché deux symétries. Parce que, d'une part, l'opérateur spatial commence par une divergence, et la divergence, ce n'est pas n'importe quoi comme système, comme opérateur vectoriel, et d'autre part, il y a une dérivée seconde par rapport au temps. La divergence, quand un opérateur a une divergence, vous savez peut-être qu'il y a un très beau théorème qui s'appelle le théorème de Green en physique, qui vous dit que si vous avez à calculer l'intégrale triple d'une divergence, ça se ramène à l'intégrale seconde de ce qui est dans la divergence sur une surface. C'est-à-dire, vous pouvez passer d'une intégration à 3 dimensions à une intégration à 2 dimensions. Et ça, c'est important. Et en fait, le fait que l'opérateur commence par une divergence, ça entraîne une propriété très importante qui s'appelle la réciprocité d'espace. Qu'est-ce que ça veut dire, réciprocité d'espace? Ça veut dire que si je suis ici, avec mon doigt, je fais clic, et si une personne au fond de la pièce écoute le message que j'ai envoyé, c'est-à-dire si elle enregistre ce message, eh bien, si je fais clic comme ça, très bref, si j'ai une pièce où il y a beaucoup de réverbération, la personne va recevoir un message très long, parce qu'il va suivre tous les chemins possibles. La réciprocité d'espace dit que maintenant, si c'est la personne qui faisait clic là-bas, moi, je recevrai ici le même message, et ça n'est pas évident que entre ce que moi j'envoie et ce que vous recevez, et si c'est vous qui envoyez la même chose de l'autre côté, moi je reçois la même chose, ce n'est pas évident. Et j'explique habituellement à mes étudiants la réciprocité spatiale en leur disant, si vous habitez dans un immeuble où il y a beaucoup d'étages,
si vous êtes dans votre salle de bain et si vous entendez quelqu'un qui parle 10 étages au-dessus à travers toutes les canalisations, dites-vous que lui, il vous entend aussi parfaitement. C'est ça la réciprocité d'espace. Cette réciprocité, elle vient du fait que l'opérateur, spatialement, démarre par une divergence. Maintenant, il y a une deuxième réciprocité qui vient du temps. La réciprocité du temps s'appelle l'invariance par renversement du temps. Et qu'est-ce qu'elle vous dit? Cette invariance par renversement du temps, elle vous dit, si vous connaissez une onde à un état initial, à l'instant 0, vous connaissez le champ d'onde. Si vous laissez cette onde se propager et si vous mesurez à un temps final le champ de l'onde, eh bien l'état initial et l'état final peuvent être échangés. C'est-à-dire vous pouvez refaire partir une scène de l'état final plus tard et qui redeviendra plus tard ce qu'était l'état initial. Et on peut comprendre ça aussi de la façon suivante. Le fait qu'il y ait une dérivée seconde par rapport au temps vous dit que si vous avez un milieu de propagation où la vitesse varie partout, par exemple ici, on fait la simulation de ce qu'est une couche de graisse dans les tissus biologiques. Si vous envoyez des ultrasons sur un patient qui a des couches de graisse assez importantes, la vitesse du son dans la graisse n'est pas tout à fait la même que la vitesse du son dans les tissus plus standards. Donc, si vous envoyez une onde dans ce patient, une onde ultrasonore qui part d'un point, au temps T0, elle est là. Ici, j'ai dessiné une onde très brève. Si cette onde, maintenant, se promène dans un milieu qui est, par exemple, du foie, et si brusquement elle rencontre une couche de graisse, eh bien, cette onde va changer de vitesse dans la couche et elle va se distordre. Et ici, vous avez le film de l'onde, au temps T0, au temps T1, et on appelle ça P de R et de T, c'est le film de votre onde. Eh bien, si vous avez trouvé une solution pour cette onde, que j'ai dessinée là, les mathématiques cachées dans l'équation des ondes vous disent que si maintenant vous essayez une autre solution, P de R et de moins T, vous remplacez T par moins T, eh bien, quand vous dérivez 2 fois par rapport au temps moins T, à chaque dérivation, il y a un moins, quand il y en a 2, les 2 moins s'en vont, eh bien, qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez, et puis si vous prenez ici, si vous remplacez T par moins T, comme l'opérateur magique sur l'espace, ça ne change rien, vous trouvez qu'il y a toujours 2 solutions à une équation d'onde. La solution P de R et de T, qui vous paraît normale, si votre source est là, c'est une solution qu'on appelle causale. Elle est partie du point initial et elle a divergé. Mais pour un mathématicien, il dit, mais il y a aussi une autre solution, qui est la solution comme ça, P de R et de moins T. Elle est aussi bonne mathématiquement pour résoudre cette équation. Alors, habituellement, dans la vraie vie, on ne la voit jamais, cette équation. On ne voit jamais cette solution. Quand je parle, il n'y a que l'onde que je crée qui est créée. Il n'y a que l'onde qui diverge à partir de ma bouche qui est créée. Je ne vois jamais une onde qui, au moment où je décide de parler, serait partie bien avant que j'ai décidé de parler et serait arrivée sur ma bouche au moment où j'ai commencé à parler. Celle-là, on ne la voit pas. Pourtant, celle-là, elle est cachée dans les mathématiques, elle est là-dedans. Et on a décidé qu'on vivait dans un univers causal, donc on oublie celle-là. Mais quelqu'un qui veut faire du retournement temporel, sa seule envie, c'est de fabriquer cette solution. Parce qu'il veut créer justement la solution qui rebrousse chemin pour revenir à l'origine. Et je reparlerai de ça tout à l'heure. Alors, juste une chose. Ici, j'ai pris ce qu'on appelle l'acoustique linéaire. C'est-à-dire, c'est les petits mouvements lorsque toutes mes ondes, toutes mes particules bougent, mais avec des petites amplitudes, tant que la vitesse des particules est nettement plus petite que la vitesse du son. On appelle ça le régime linéaire, et on a une équation linéaire. C'est magnifique, une équation linéaire, parce que quand vous faites une petite erreur sur les causes d'une équation linéaire, l'erreur reste toujours petite. Quand vous avez une équation non linéaire, si vous faites une petite erreur sur l'état initial, l'erreur peut s'amplifier. Mais ici, c'est une équation linéaire. Maintenant, si vous étudiez des ondes d'amplitude plus forte, ce qu'on appelle l'acoustique non linéaire, eh bien, vous avez une équation qui change un peu parce que la vitesse du son en particulier, au lieu de dépendre que de l'espace, la vitesse du son peut dépendre elle-même de la pression. C'est-à-dire que si vous compressez, si vous avez une pression très élevée, une pression acoustique très élevée, elle peut compresser les tissus tellement, ou l'air tellement, que localement, la vitesse du son va être plus forte que si elle n'est pas compressée. Et c'est ce qu'on appelle l'acoustique non linéaire. Et en acoustique non linéaire, c'est un peu comme lorsqu'on fabrique à partir d'une onde de choc, mais ici je parle d'acoustique faiblement non linéaire. Eh bien, on a toujours invariance par renversement du temps. Je reviendrai là-dessus parce qu'on verra qu'une des propriétés magiques du renversement du temps,
c'est que si vous envoyez une sinusoïde d'amplitude forte en acoustique dans un milieu, si son amplitude est forte, la sinusoïde va avancer, mais elle va se déformer et elle va avoir des distorsions et on va créer des harmoniques. L'harmonique 2, 3, 4. Et l'onde, au lieu d'être une belle sinusoïde, va commencer à s'enrichir d'harmoniques. Et si elle rencontre un miroir en retournement temporel, eh bien, on verra que l'onde qui va repartir très riche en harmoniques va repartir en verlan, mais très riche en harmoniques, et on verra que toutes ces harmoniques disparaissent pour que l'onde redevienne ce qu'elle était au départ. C'est-à-dire que, curieusement, il n'y a pas qu'en acoustique linéaire qu'on a invariance par renversement du temps, on l'a aussi en régime non linéaire, pourvu qu'on n'atteigne pas ce qui s'appelle la distance de choc. Je reviendrai là-dessus quand je vous parlerai de la façon de détruire les calculs rénaux. Alors, une fois que j'ai dit ça, toutes ces idées sont vieilles quelque part, et je dirais, sont vieilles, mais personne n'avait cherché à les utiliser d'un point de vue d'ingénieur. Les gens avaient plutôt regardé ça comme des physiciens qui disaient « oui, il y a des belles invariances, etc. » Et il y a un ingénieur, pas un ingénieur, un physicien qui, il y a très longtemps, avait déjà pensé à ça. C'était Mr. Stokes. Stokes, je me demande d'ailleurs si je n'ai pas oublié un C. Stokes est celui qui a étudié beaucoup de choses en hydrodynamique. Et Stokes, il y a déjà très longtemps, avait compris que l'invariance par renversement du temps jouait un rôle important dans les équations de propagation des ondes. Et Stokes s'intéressait au problème très simple de deux milieux qui avaient deux vitesses du son, ou deux vitesses de la lumière, C1 et C2. Et il s'intéressait au problème, j'envoie une onde plane d'incidence d'amplitude 1, et vous savez que quand vous avez une interface, il va y avoir ce qui s'appelle une onde réfléchie et une onde transmise. Ça, c'est connu. La présence d'une interface fait qu'une onde plane donne naissance à deux ondes, une réfléchie et une transmise. Et il y a un coefficient qui s'appelle le coefficient de réflexion. Quand je vais du milieu 1 vers le milieu 2, ce coefficient R12 est là, et puis il y a un coefficient de transmission T12 quand je vais de 1 vers 2. Et on peut faire les calculs de ces coefficients à partir des vitesses du son des deux milieux ou des impédances acoustiques des deux milieux. Et c'est une théorie très générale sur les ondes. Maintenant, ce que Stokes a compris, c'est que quand il voit le film de cette onde, elle part comme ça, elle est réfléchie, elle est transmise. Et j'ai mis des petits vecteurs pour montrer la direction de propagation. Stokes a compris qu'en même temps que cette solution de l'équation des ondes était valable, il y avait aussi la solution retournée temporelle qui était valable. Qu'est-ce que c'est que la solution retournée temporelle? C'est chaque fois que les flèches vont dans un sens, on inverse le sens des flèches. Et Stokes a compris que la situation renversée temporelle, c'était une onde qui repartait par là, avec une amplitude T12, une onde qui repartait par là avec une amplitude R12, et les deux, en se cognant, doivent donner 1. Et ça, c'est une deuxième solution aussi valable que celle-là. Et du fait de cette deuxième solution, il a constaté quelque chose d'étrange, c'est que si vous envoyez T12 ici, ça va donner une onde transmise. Si vous envoyez R12, ça va donner une onde réfléchie. Et il a dessiné ces deux ondes. Et en fait, comme la somme de ces deux ondes doit donner 1, puisque ce film est aussi bon que le premier film, il a vu tout de suite que ça entraînait des relations qu'on appelle les relations de Stokes. L'onde d'amplitude T12, quand elle arrive à l'interface entre 2 et 1, elle donne l'onde petite en pointillé bleu, donc elle donne T12, T21. L'onde R12 qui rentre là, elle vous donne une onde réfléchie R12, R12, puisque eh bien, la somme des deux doit donner 1. Ça, c'est la première relation de Stokes qui ne vient que de l'invariance par renversement du temps des ondes. Maintenant, il y a une deuxième solution. L'onde T12 qui arrive, comment ça se fait qu'il n'y a rien de réfléchi? Parce qu'en fait, R12 donne justement l'opposé de la réflexion de T12. Et si vous les écrivez, eh bien, T12 réfléchi de 2 vers 1, plus R12 transmis de 1 vers 2, donne 0. Et quand vous avez ces deux relations, si vous les mariez ensemble, ça vous donne automatiquement que le coefficient R12 est égal à moins R21. Ça vient de l'invariance par renversement du temps des ondes. Et ça vous donne un couplage entre T12, T21 et R12 au carré qui est là. Et ça s'appelle les relations de Stokes. Et ces relations, dès que vous avez des milieux stratifiés où il y a beaucoup de couches, sont très utiles pour comprendre comment les ondes ricochent. Ça ne découle que de l'invariance par renversement du temps. Alors maintenant, je reviens au problème retournement temporel et causalité. Je vous ai dit que pour un mathématicien, même si j'ai une source placée ici, et je reviendrai sur ce qu'on appelle la source, parce que quand il y a une équation d'onde avec source, ce n'est pas une équation où il y a marqué égal 0, il y a marqué égal un terme source. Quand vous avez une source,
Pour un mathématicien, il y a toujours deux solutions. L'onde causale, qui part de la source et qui diverge dans le temps, et qui est créée après que la source soit allumée. Mais il y a mathématiquement l'onde anticausale, P de R et de moins T, qui est partie avant que la source soit allumée et qui devrait revenir là-dessus. Ça, c'est dans les maths. Quand je regarde si j'ai une petite source là ou là, ce qui se passe. Celle-là, évidemment, personne ne l'a vue, donc on l'oublie. Alors, avant de vous dire qu'on l'oublie, il faut dire qu'il y a des gens qui se sont préoccupés de ça. Et la personne la plus connue, c'était Feynman. Feynman, qui était l'élève de Wheeler, quand il a fait sa thèse sur ce problème de la causalité et de l'anticausalité. Dans tous les livres qui traitent du rayonnement des ondes électromagnétiques, dans tous les livres, on considère qu'il n'y a que les ondes causales divergentes qui sont créées. Et on considère que c'est un non-sens de dire qu'au moment où une source s'allume, avant, le reste de l'univers avait envoyé quelque chose vers la source. Bien, Feynman, il s'est dit quand même, je vais essayer de résoudre les équations des ondes électromagnétiques en mettant, on appelle fonction de Green, l'onde émise par un point, en disant qu'il n'y a pas que la fonction de Green causale, mais je vais dire que la fonction de Green est la somme d'une fonction causale plus une fonction anticausale. Et Feynman s'est posé la question, quand vous prenez un électron que vous essayez d'accélérer dans le vide, eh bien, vous savez que cet électron subit une force qui le freine. Et en fait, cet électron se met à rayonner. Et Feynman a fait un calcul complètement incroyable. Il a pris un électron, il a dit, quand j'accélère un électron, il bouge, mon électron va rayonner une onde vers le futur, donc c'est une onde qui sera reçue plus tard par des extraterrestres, mais il dit, en même temps qu'il a bougé, bien avant, le reste de l'univers a émis quelque chose pour que ça arrive sur cet électron qui bouge. Et Feynman s'est posé la question, est-ce que le fait que l'électron sent une force qui a tendance à le freiner, est-ce que ce n'est pas dû au fait que la réaction de tout l'univers au mouvement de l'électron se fait de façon anticausale? Et il a fait un calcul très complet et très joli, qui est de dire la chose suivante, quand je bouge mon électron, eh bien, nettement avant, les électrons de l'espace se sont mis à bouger, et puis nettement plus tard, ils vont bouger. Et quand ils regardent le rayonnement des électrons qui ont bougé avant, ce rayonnement arrive sur l'électron de façon au moment où vous le faites bouger. Et en fait, il a calculé la force, et c'est une espèce de force d'inertie, et il a montré qu'on pouvait tout démontrer en électromagnétisme classique en disant que chaque fois qu'on a une fonction de Green, au lieu de prendre la fonction de Green causale, on pouvait prendre la somme d'une fonction de Green causale et anticausale. Ce truc est resté dans un tiroir. Quand la mécanique quantique est arrivée après, on a vu qu'il y avait des incompatibilités et les gens ont oublié cette fonction de Green anticausale et on n'en parle plus. Nous, ici, on en parle pour une autre raison, c'est que si on veut faire une expérience de retournement du temps, on veut en fait recréer une onde qui ressemble à l'onde anticausale. Mais on vit dans un univers causal, donc l'onde ne peut pas partir avant que la source soit allumée. Mais ce qu'on veut, c'est, si la source a été allumée, à un moment, on observe cette onde, et plus tard, donc on est causal, on recrée une onde qui revient vers la source. On n'est pas anticausal, mais j'insiste là-dessus. Alors, maintenant, comment fabriquer le champ P de R et de moins T, c'est-à-dire celui qui revient en marche arrière, alors que le champ divergent est celui qu'on observe habituellement? Alors, il y a deux façons pour fabriquer une onde renversée temporelle. Il y a une façon que j'appelle la façon instantanée. Ça, c'est une façon à la Loschmidt. C'est-à-dire, vous avez une onde qui part d'une source, vous avez un champ qui est créé partout dans l'espace, P de R et de T. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, à un instant, qu'on appelle une condition finale, à un instant, vous allez mesurer partout, en tous les points du volume, le champ, c'est-à-dire la pression, et ce qu'on appelle la dérivée temporelle de la pression. Ça s'appelle l'état final de votre onde. Donc vous avez votre onde, et vous imaginez que vous avez des capteurs dans tout l'espace qui mesurent à un instant TF la pression et sa dérivée temporelle. Maintenant, si vous voulez faire du retournement temporel, il faut préparer plus tard votre système dans un nouvel état, que je vais appeler une nouvelle condition initiale. Et ce nouvel état,
c'est que vous allez recréer plus tard, à un temps ti plus tard, exactement la même pression que celle que vous avez mesurée dans tout l'espace, mais vous allez créer maintenant une dérivée temporelle de la pression qui est moins la dérivée temporelle de la pression que vous avez mesurée au point de départ. Et si vous faites ça, vous lâchez l'onde, et l'onde va exactement revivre sa vie passée. Mais faire ça, ça ressemble beaucoup au démon de Le Schmitt, ça, puisque, en fait, c'est comme si vous inversez les vecteurs vitesse. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le retournement temporel instantané. Mais pour ça, c'est un retournement temporel qu'il faut faire dans 3 dimensions. Il faut, à un instant, mesurer l'onde partout, dans 3 dimensions, renvoyer la même pression, mais vous renversez le sens de la dérivée temporelle. Et ça, ce n'est pas réaliste de faire ça. Maintenant, il y a quelque chose d'intéressant en physique des ondes. En physique des ondes, il y a un théorème fondamental qui vous dit, quand vous voulez connaître l'évolution d'une onde dans 3 dimensions d'espace, ça ne sert à rien de mesurer l'onde dans les 3 dimensions d'espace. Il suffit de connaître l'onde sur 2 dimensions. Rappelez-vous ce que je vous avais dit, intégrale triple peut se transformer en intégrale seconde. Caché derrière ça, comme l'équation des ondes contient une divergence d'un gradient, il y a un théorème très puissant qui vous dit, dans un mouvement collectif de type onde, si vous voulez connaître une onde dans 3 dimensions, il suffit de la connaître sur 2 dimensions. Et si vous connaissez l'onde sur 2 dimensions, c'est-à-dire sur une surface, vous allez pouvoir, en faisant une construction à la Huygens, en faisant émettre des petites ondelettes de tous les points de la surface, prévoir exactement ce que va devenir l'onde dans la 3e dimension. Ça, c'est là-dessus qu'est basé le principe de l'holographie. Un hologramme, c'est généralement un objet à 2 dimensions qui reçoit une onde qui s'est promenée dans 3 dimensions. Mais dans cet hologramme, vous avez codé toute l'information pour recréer la 3e dimension. Et puis quand vous renvoyez un coup de laser sur cet hologramme, vous recréez la 3e dimension et vous voyez l'onde qui revient. Le principe d'Huygens, ce n'est pas un principe en vérité, c'est un théorème intégral de diffraction, est extrêmement puissant et vous dit, si vous voulez connaître une onde sur 3 dimensions, il suffit de la connaître sur 2 dimensions. Et donc l'idée, et ça c'est l'idée que nous on a amenée et qui va se décliner après, l'idée c'est que si vous voulez retourner temporellement l'histoire d'une onde, ce n'est pas la peine de mettre des capteurs partout dans le volume, toutes les demi-longueurs d'onde, il suffit d'aller sur un bord, ce qu'on appelle une cavité, je vous en montre une ici. Ici, vous allez avoir une onde qui part d'un point. Vous allez entourer la pièce dans laquelle on est de petits microphones. Donc, c'est sur une surface. Et qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez mesurer sur le bord, donc sur une surface à 2 dimensions, la pression générée par vos sources. La source, ça peut être un point, mais ça peut être un objet compliqué. Vous allez mesurer la pression et sa dérivée normale. Et si vous mesurez ces 2 quantités, et là, vous allez les mesurer pendant, non pas à un temps, mais pendant tous les temps. Ici, la différence, c'est qu'au lieu d'avoir mesuré dans 3 dimensions à un temps, maintenant, je mesure sur 2 dimensions, mais à tous les temps, l'onde. C'est-à-dire que vous envoyez un petit cri. Ici, vous pouvez avoir, par exemple, de la réverbération dans cet objet vert. Et ici, chaque micro va recevoir un signal beaucoup plus long que le cri que vous avez émis. Ces signaux peuvent s'étaler dans le temps très longtemps. Et en fait, une cavité à retournement temporel, l'idée, c'est de mettre des capteurs, de faire parler les sources, d'enregistrer sur cette surface pleine de capteurs le champ de pression et sa dérivée normale. On verra qu'en fait, il suffit d'enregistrer qu'un des 2 champs. Et quand on a tout ça, une fois qu'on a capté tous les signaux et qu'on les a mis dans des mémoires électroniques, eh bien, dans une 2e phase, on va relire toutes les mémoires en verlan. C'est-à-dire que vous allez recréer aux bornes de votre cavité une condition aux limites qui est de réémettre par le bord le retourné temporel de ce que vous avez mesuré à l'aller. Et donc, ce que vous avez reçu en premier, vous le rémettez en dernier, et inversement. Et ici, j'ai mis un temps grand T, qui était le temps pour lequel c'est un temps causal, qui vous permet d'acquérir toute l'information, et quand tout est fini, paf, vous recrachez tout ça en marche arrière. Et quand vous faites ça, eh bien, vous recréez exactement une onde qui va revivre sa vie passée. Et vous allez avoir l'impression de voir une onde qui revient au point de départ, quelles que soient les distorsions qu'elle a connues. Et apparemment, vous êtes content et vous vous dites, ça y est, si j'ai juste une cavité à retournement temporel, si je retourne le temps, tout va bien et mon onde revient au point de départ et elle refocalise. Et là, il y a un problème. C'est qu'une onde, ça n'est pas tout à fait une particule. Une onde, ça a une célérité. Et quand vous avez recréé
exactement la même onde que cette onde qui diverge, mais sauf qu'elle est devenue convergente. Quand l'onde revient au point de départ, une onde ne sait pas s'arrêter parce que ça a une vitesse. Et donc, bien que vous ayez retourné le temps sur le bord de votre cavité, vous recréez une onde physiquement qui revit la vie passée de cette onde, mais cette onde collapse ici, et toute cette énergie, comme il y a la conservation de l'énergie, repart sous la forme d'une onde divergente. Et en fait, le film que vous recréez, ce n'est pas juste ce que vous vouliez, celui-là à l'envers, c'est celui-là à l'envers suivi d'un deuxième film. Et il y a une onde rentrante et une onde sortante, et les deux ondes vont se croiser, et en se croisant, ça va créer une tâche qui est la tâche focale. Et vous allez voir que l'origine de la limite de diffraction dans toute la physique des ondes ne vient que de ça. Et on va voir comment on peut après chercher à violer cette idée. La seule façon de faire une manip de retournement temporel qui serait parfaite, ce serait de mettre ici un puits qui ferait que quand l'onde arrive, elle soit aspirée et transformée dans un autre type d'énergie. Et là, on aurait exactement le film inverse de celui-là, et l'onde refocaliserait sur un point infiniment petit si la source était infiniment petite. Maintenant, la limite de diffraction, cherchons à la comprendre, et on va faire ici un peu de cinéma. On va d'abord regarder un milieu très simple, un milieu homogène, vitesse du son constante. Et on va regarder une onde très particulière, une onde infiniment brève, une onde pulsée, c'est-à-dire une onde qui contient toutes les sinusoïdes, toutes les fréquences. Regardons lorsqu'on émet d'une source ce qu'on appelle la fonction de Green causale, c'est-à-dire votre source émet. Vous vous rappelez, je vous ai dit qu'en maths, il y avait pour une source qui émet une solution qui est la fonction de Green qu'on appelle causale ou retardée, c'est l'onde divergente. La fonction de Green anticausale, on accepte qu'on vit dans un univers causal et que l'anticausal n'existe pas. Donc voilà ce qu'on a émis quand on a excité ce point, on a émis cette onde qui a divergé. Un observateur placé là, quand l'onde lui passe dessus, paf, il entend une pression très forte, un petit coup très fort qui mesure. Maintenant, imaginez cette onde qu'on a captée avec beaucoup de micros, qu'on retourne temporellement. Donc vous allez recréer exactement la même onde en marche arrière. Mais cette onde, elle revient, mais elle collapse et elle repart dans l'autre sens. Je l'ai dessinée en bleu dans l'autre sens parce qu'en fait, elle change de signe. Et je vais vous expliquer pourquoi elle doit changer de signe. Elle rentre, elle revient et elle repart. Donc qu'est-ce qu'on a créé quand on a fait du retournement temporel? On a créé ce qu'on appelle la fonction de Green avancée ou anticausale, cette fameuse onde qui revenait en marche arrière. Et donc la fonction de Green avancée, c'est en fait la fonction de Green retardée avec un signe moins devant le temps. Mais elle est suivie par une fonction de Green retardée. Et j'ai mis un moins. Et on va comprendre pourquoi il y a le moins. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand l'onde, la personne qui est là, quand il écoute l'onde qui revient, il voit deux ondes. Il voit la rouge qui lui revient dessus, mais après le collapse, il y a une deuxième onde bleue qui lui revient. Et plus l'observateur est proche du centre, plus cette flèche rouge et cette flèche bleue se rapprochent. Et donc, en fait, quand il est pile poil au centre, quand vous avez un Dirac positif suivi d'un Dirac négatif, on dit que c'est la dérivée temporelle d'un Dirac. C'est-à-dire que quand vous faites un retournement temporel à partir du bord, eh bien, même si l'onde était une onde de style Dirac, c'est-à-dire une impulsion positive, une distribution de Dirac à certaines propriétés, eh bien, au retour, ce qu'on observe au point de départ, ce n'est pas le Dirac, c'est la dérivée temporelle du Dirac. C'est-à-dire que c'est un peu irréversible, on n'observe pas exactement ce qu'on a émis. Mais on va chercher à comprendre ça mieux. Ça, c'est pour une onde pulsée, très brève, pour un milieu homogène. Maintenant, imaginez que cette onde soit sinusoïdale. Ce point émette non pas une onde comme ça, mais une sinusoïde, c'est-à-dire une onde qui se répète dans l'espace et dans le temps. Si elle est sinusoïdale, elle va avoir une longueur d'onde. Donc on va avoir ce point qui émet une suite de sinusoïdes, et quand on va retourner temporellement, toutes ces sinusoïdes, elles vont revenir en marche arrière. Et là, ça va être intéressant, parce que les sinusoïdes vont revenir en marche arrière, elles vont converger et elles vont se croiser. Et si on regarde ce qui se passe là, pour une onde qu'on appelle monochromatique, si vous dessinez ce qu'on appelle une onde convergente monochromatique, c'est une suite de sinusoïdes, c'est une suite de fronts d'onde qui alternent en positif-négatif. Et comment s'écrit ce qu'on appelle la fonction de Green avancée ou l'onde convergente en régime monochromatique? Si vous avez une pulsation oméga, ça s'écrit exponentielle moins jk r sur r, où r est la distance entre le centre de courbure et le point d'observation. Ça, c'est l'écriture d'une onde convergente. Si vous saviez fabriquer un appareil de physique qui sait vous fabriquer juste une onde convergente, c'est une onde extraordinaire. Une onde convergente, c'est une onde qui, quand vous vous rapprochez de r égale 0, elle tend vers l'infini. Et c'est une onde qui est
qui a une singularité à l'origine. Bon, si je savais juste envoyer une onde convergente et qu'il n'y a pas d'onde divergente qui apparaît en plus, je saurais créer des taches focales bien plus petites que la longueur d'onde. Elles deviendraient infiniment petites. Mais manque de chance, quand je crée la plus belle onde convergente qui vient d'un système de lentilles extraordinaire ou d'une cavité à retournement temporel, l'onde convergente n'est jamais seule. Elle est toujours suivie par une onde divergente parce qu'il y a conservation de l'énergie. Donc ça repart dans l'autre sens. Et ça peut repartir soit avec le même signe, soit avec un signe moins. Et je vais vous expliquer pourquoi je mets un signe moins. Si ça repart avec un signe moins, une onde divergente, ça s'écrit comment? Exponentielle JKR sur R au lieu d'exponentielle moins JKR sur R. Mais j'ai mis un moins. Et en fait, j'ai en même temps l'onde qui rentre et l'onde qui sort. Et les ondes, ça interfère. Donc je fais la somme de ça et de ça. Et quand je fais la somme des deux ondes, chaque onde a une singularité. Chacune est un peu bizarre, elle a une singularité, ce qui ne se voit jamais en physique quand même dans nos expériences. Mais la somme des deux, eh bien, si j'ai mis un signe moins, exponentielle moins JKR sur R moins exponentielle JKR sur R, ça donne un sinus KR sur R. Or, un sinus KR sur R, c'est une fonction qui n'est plus singulière. Au lieu d'être infinie à l'origine, elle est finie. Et un sinus KR sur R, c'est ce qu'on appelle un sinc, et c'est une fonction dont la largeur, si K, c'est 2π sur lambda, où lambda est la longueur d'onde, cette fonction a une largeur qui vaut lambda sur 2. Eh bien, l'origine de la limite de diffraction en physique, c'est que le plus bel instrument de physique que vous avez, même s'il essaye de focaliser une onde vers un point, il ne pourra jamais créer qu'une onde convergente, il y aura toujours une onde divergente. Et la somme des deux vous donne un sinus cardinal. Alors, imaginez qu'il y ait un plus. J'aurais eu un cosinus, et le cosinus a une singularité. Et là, j'aurais eu de la super résolution. Or, en physique, des ondes, si vous avez une condition initiale où le champ n'a pas de singularité, c'est-à-dire il est fini, eh bien, nulle part, quand vous avez une équation d'onde, vous pouvez créer une singularité. Donc, entre les deux solutions, il n'y a que la solution où il y a un signe moins qui marche parce qu'elle m'évite la singularité qui n'est pas physique, dans la mesure où mon champ, au départ, était parti sans singularité. Donc, ça vous explique la focalisation. Alors, là, maintenant, ce théorème, je vous l'ai démontré de façon très simple. C'était juste une sphère qui revient, elle collapse, elle repart. Si ma sphère contient plusieurs sinusoïdes, les sinusoïdes s'entrelacent entre l'arrivée, entre les convergentes et les divergentes, et ça donne une tâche qui est la demi-longueur d'onde. Alors, ce que j'avais envie de faire, mais ce n'est peut-être pas raisonnable de le faire maintenant, c'était de vous montrer que ce théorème, alors, ce théorème vous donne sinus KR sur R, ça s'appelle la tâche focale. Et mathématiquement, si vous regardez, ça n'est rien d'autre. Si vous prenez ce qui s'appelle la fonction de Green retardée, c'est-à-dire l'onde divergente exponentielle JKR sur R, si vous prenez sa partie imaginaire à cette fonction de Green, la tâche focale, c'est toujours moins 2 fois J imaginaire de la fonction de Green. Ce théorème, on vient de le démontrer avec les mains sans rien faire ici, mais ce théorème, il est universel. Et ce théorème, et là je ne vais pas vous le démontrer maintenant parce que je vais vous assommer autrement, ce théorème, il marche même si entre le point R0 et le miroir à retournement temporel, j'ai un milieu épouvantablement compliqué. Et en fait, je vous l'ai démontré sur un milieu homogène où la vitesse du son était constante, où la vitesse de la lumière était constante, mais ce théorème qui est universel, en fait il y a des astuces pour le démontrer. Ce théorème est très général, je ne vous le démontre pas maintenant, mais ce théorème est universel, c'est-à-dire que ce théorème donne ici lieu à une équation mathématique qui a l'air compliquée, qui vous dit que l'intégrale double de fonction de Green qu'on multiplie est égale à im de G. Et là est caché tout l'intérêt et toute la limite des ondes dans la physique. Parce qu'une onde, vous l'envoyez pour avoir de l'information sur un objet, pour faire des images, ou pour focaliser sur un objet pour le détruire. Mais une onde ne sait pas focaliser avec le plus bel appareil du monde. Vous ne pourrez jamais créer une tâche focale plus petite que imaginaire de la fonction de Green. Et la fonction de Green, moi je vous ai parlé que des fonctions de Green dans un milieu homogène, où la vitesse était constante. La fonction de Green, c'est ce qu'on appelle l'onde sphérique. C'est très facile à écrire, exponentielle JKR sur R. Mais maintenant, imaginez un milieu où j'ai mis des tas d'obstacles, et si j'ai mis des tout petits obstacles extrêmement compliqués à des distances entre eux bien plus petites que la longueur d'onde que je veux émettre,
je vais pouvoir bâtir des microstructures qui auront des parties imaginaires de la fonction de Green qui, au lieu d'avoir une taille égale à la demi-longueur d'onde, peuvent avoir des tailles bien plus petites. Et en fait, la fabrication de nouveaux matériaux, un peu comme ce qu'on appelle les métamatériaux, qui sont des matériaux qu'on essaye de fabriquer en micro-ondes pour pouvoir avoir des effets de super résolution, est cachée derrière cette formule. Et cette formule, elle est extrêmement universelle parce que tout ce qui s'appelle la sismologie passive aujourd'hui, qui est une vraie révolution en imagerie sismique, vous savez, jusqu'à présent, pour reconstruire l'intérieur de la Terre, qu'est-ce qu'on faisait? On attendait qu'il y ait des grands tremblements de terre et on mesurait sur tous les sismographes les signaux qui arrivent. Et puis quand on avait beaucoup de ces signaux, on essayait de reconstruire un modèle de Terre à partir de ça. Mais des tremblements de terre, il n'y en a pas tous les jours. Et on s'est rendu compte que tous ces sismographes qui écoutent sans arrêt les bruits de la Terre, quelle que soit l'heure, la minute du jour, ils entendent des bruits qui ne sont pas des tremblements de terre, mais qui sont un bruit de fond de la Terre. La Terre bruite sans arrêt, parce qu'il y a les vagues qui tapent sur les côtes. Et sans arrêt, il y a un bruit. Et les gens, dernièrement, ont eu l'idée, plutôt que d'attendre des grands tremblements de terre pour faire de l'imagerie, d'écouter ce que toutes les stations avaient enregistré depuis des dizaines d'années, parce que c'est stocké dans toutes les bandes magnétiques, et ils ont pris tous ces bruits, et ils se sont amusés à faire des intercorrélations entre tous ces bruits. Et ils sont retombés sur cette formule qui leur permet de reconstruire, en gros, l'intérieur de la Terre. Vous aurez d'ailleurs un très bel exposé par Michel Campillo sur l'image de l'intérieur de la Terre par cette méthode. Mais cette méthode est basée sur cette propriété des fonctions de Green. Alors, bon, je vous ai un peu déçu parce que je ne vous ai parlé que de choses très simples, mais j'avais dit que c'était les principes de base. Comprendre quelle est la taille de la tâche focale d'une expérience de retournement temporel, elle est limitée. Bon, alors ça, je ne rentre pas là-dedans, ça marche, mais ce que je prévois pour la prochaine fois, je vais vous montrer la chose suivante. Que faire du retournement temporel, c'est bien joli, mais qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que j'avais des micros et des haut-parleurs, ce qu'on appelle des transducteurs réversibles, qui peuvent être des transducteurs piézoélectriques, il en fallait partout sur la surface. Et donc, si le retournement temporel, c'était uniquement mettre des transducteurs partout sur une surface qui entoure les objets de la vie courante, que ce soit en acoustique ou en électromagnétisme, les applications du retournement temporel seraient nulles et ça n'intéresserait personne. La magie du retournement temporel vient de la chose suivante. Si vous n'avez que 5 antennes, au lieu d'en avoir 10 000, c'est-à-dire une toutes les demi-longueurs d'onde sur une grande surface, si j'en ai que 5, mais si toutes vos expériences de physique sont faites dans un milieu confiné, où les ondes rebondissent sur les bords, eh bien, même si j'ai un petit nombre d'antennes, en émettant par exemple un petit cri ici, je vais capter d'abord les sons qui arrivent sur ces antennes en premier, mais les sons qui partent par là, s'ils cognent des parois, et si les parois ont une propriété qui s'appelle d'ergodicité, c'est-à-dire si je cogne et si chaque rayon, au bout d'un certain temps, finit par passer aussi près que je veux de mon micro, eh bien, quand je vais émettre un clic très bref, ici, je vais entendre des signaux très longs dans le temps, qui peuvent durer 10 000 fois plus de temps que ce que j'ai émis, ou 100 000 fois plus de temps. Et tous ces codes, si j'ai des mémoires électroniques très longues, il suffit que je reprenne tous ces signaux et que je les remette en verlan, et là, j'aurai une onde qui va exactement revenir en marche arrière, comme si j'avais des haut-parleurs ici et des micros. Mais en fait, je n'ai rien ici, j'ai juste une condition limite. Et ça va me permettre, même quand j'ai des toutes petites antennes, si je vis dans un univers fermé, de focaliser et d'avoir des tâches focales qui font la demi-longueur d'onde. Et ça, je vous le montrerai, mais c'est au programme de la prochaine fois, je vous le montrerai en acoustique sous-marine, avec des antennes comme ça qui font 78 mètres de long, que vous mettez au fond de la mer, et vous faites émettre un son, ça se propage sur 10 km, vous le captez, vous le retournez temporellement, et on verra que grâce au rebond sur les bords, une petite antenne peut devenir gigantesque et je peux focaliser à lambda sur 2. Et on verra que ce n'est pas uniquement du rêve de mathématiques que ça marche. Les gens ont fait déjà des expériences de renversement du temps sur 50 km dans la mer, où ils font revivre à une onde sa vie passée, et à 50 km de distance, une antenne à retournement temporel est capable de refocaliser, d'envoyer une onde qui va refocaliser juste sur un dauphin ou un plongeur sur 50 cm, c'est-à-dire la demi-longueur d'onde.
Et les applications en télécommunication sont assez intéressantes. Donc, je vous montrerai ça. Bon, je pense que moi, je vais arrêter mon topo là. Le programme, évidemment, après, il y aura, pour ceux que ça intéresse, il y aura une démonstration de la formule générale. Et donc, je vais vous proposer la chose suivante. Si vous voulez me poser quelques questions avant que mon collègue Jean-Pierre Hugnard nous parle de conjugaison de phase optique. Juste une chose. La conjugaison de phase optique, ça ressemble énormément au retournement temporel. Parce que, quelque part, si un signal n'a qu'une fréquence, c'est-à-dire c'est une sinusoïde, prendre ce signal et inverser le sens du temps, c'est la même chose que de mesurer cette sinusoïde, mesurer son amplitude et sa phase, et juste conjuguer sa phase. Quand un signal est sinusoïdal, faire du retournement temporel ou de la conjugaison de phase, c'est la même chose. Donc pour un signal monochromatique. Maintenant, vous verrez que quand un signal est pulsé, très bref, et contient beaucoup de fréquences, quand on fait vraiment du retournement temporel, c'est comme si on faisait de la conjugaison de phase à toutes les fréquences du spectre, mais ça, en optique, on ne sait pas encore le faire. On sait bien faire de la conjugaison de phase à certaines fréquences, mais pas à toutes les fréquences. Et il y a des propriétés très intéressantes qui apparaissent quand on manipule des signaux à large bande. Et les deux gros intérêts du retournement temporel, c'est, d'une part, en profitant des environnements compliqués de la nature, une petite antenne peut donner l'impression d'être gigantesque, et d'autre part, si vous émettez des ondes, non pas monochromatiques, mais à large spectre, ce qu'on fait en acoustique, ce qu'on fait en micro-ondes, ce qu'on commence à faire en optique, faire du retournement temporel, c'est extrêmement puissant parce que la dimension temporelle apporte quelque chose. Et on verra ça. Donc, je m'arrête là.